Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en lumière l'innovation française. Alors que Paris s'apprête à accueillir Vivatech du 11 au 14 juin prochain, un événement majeur pour les startups, les technologies de demain, nous avons le plaisir de vous présenter deux jeunes pousses françaises qui seront présentes. Nous l'avions fait aussi la semaine dernière. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ces entreprises qui incarnent l'esprit d'innovation et de durabilité qui caractérise notre pays. La première, Mayon Mobility, qui propose une alternative écologique et pratique à la voiture en ville avec son vélo cargo couvert. Et la seconde, Solar Paint, qui offre une solution innovante pour réduire la consommation énergétique des bâtiments grâce à sa peinture réflective. C'est parti. Sud Radio, c'est ça la France. Et on commence avec Mayon Mobilité et Charles Punier qui est avec nous. Bonjour Charles. Bonjour. Après avoir travaillé 13 ans dans le domaine du spatial, Charles, avec Paulin Fabre, vous avez développé une solution innovante pour la mobilité urbaine, une alternative plus écologique, pratique, accessible que la voiture. Alors expliquez-nous justement ce qu'est Mayon Mobility, ce cargo que vous avez développé qui sera présent à Vivatech. Alors effectivement, Mayon Mobility, l'idée derrière ce projet et cette entreprise, c'est de développer une solution alternative à la voiture et au vélo pour tous les trajets du quotidien. Donc on est allé chercher le meilleur de ce qu'on peut trouver dans le monde de la voiture et également dans le monde du vélo. Et donc on a imaginé un vélo cargo couvert, donc qui permet de lever les freins à l'utilisation du vélo, c'est-à-dire qu'on a une carrosserie qui permet de se protéger des intempéries ou du soleil en plein été. On a 3 roues, ce qui va nous permettre de garder l'équilibre et de ne pas pouvoir tomber, de ne pas avoir à gérer la charge embarquée sur le véhicule. Et puis on va pouvoir emporter de la charge, plus de charge utile que ce qu'on peut emporter sur un vélo cargo classique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut emporter jusqu'à 250 kilos ou 2 adultes et 2 enfants au maximum. Je dis 2 adultes et 2 enfants puisqu'on propose 2 versions. On a une version qui s'appelle le Mayon Cargo et une version qui va permettre de transporter des charges et qui va s'adresser aux collectivités et entreprises. Et puis, on a une version qui s'appelle le Mayon Daily et qui, lui, est plutôt destiné soit aux particuliers pour remplacer la voiture, puisqu'il peut transporter des personnes, ou alors pour du tourisme et du déplacement loisir. En fait, c'est vraiment un mix des deux, quoi. Vous avez pris le meilleur des deux. Le vélo cargo, Exactement. donc, effectivement, il peut transporter des choses, mais dans le cadre de votre vélo à vous, on peut transporter, vous le disiez, plus de choses. Et en même temps, comme ça reste aussi un vélo, on peut aller aussi bien sur la voie cyclable que sur la route. Alors, vous faites bien de le préciser, ça reste un vélo, on reste dans la catégorie des vélos à assistance électrique. Et donc, ce qui veut dire vélo, ça, effectivement, on va pouvoir utiliser toutes les infrastructures cyclables qui s'améliorent d'année en année, qui sont déployées de plus en plus sur tout le territoire français et partout dans le monde. Et donc, ça permet, dans le cas des centres-villes, de pouvoir se déplacer complètement sereinement et en sécurité, de ne pas rester coincé dans les embouteillages et d'utiliser toutes ces infrastructures. Les clients que vous visez, c'est quoi ? C'est plutôt les livraisons, les collectivités ? Quel est votre objectif ? Alors notre objectif principal, ça va être avec le Mayon Cargo de pouvoir travailler effectivement avec des collectivités pour tous les déplacements d'agents et puis tous les services techniques de ces collectivités. Ils vont pouvoir réaliser tous leurs travaux sur les communes, sur entretien des espaces verts, tout ça. Exactement. Entretien des espaces verts, ça va être des travaux de maintenance dans des bâtiments qui sont de moins en moins accessibles étant donné que les centres-villes sont soit de plus en plus congestionnés, soit fermés à la circulation automobile tout simplement. Et puis après, avec la version daily, donc qui permet de transporter des personnes, là on va plutôt cibler le tourisme, les offices du tourisme, les campings et les hôtels, tout ce qui est hôtellerie de plein air, pour pouvoir proposer des petits véhicules compatibles des voies vertes, compatibles des pistes cyclables pour tous les déplacements en vacances. Alors vous allez au salon Vivatech aussi parce que c'est un vélo innovant. Expliquez-nous justement ce qu'il a d'innovant en termes de fonctionnalité. Alors complètement, c'est un véhicule innovant dans le sens où déjà on va imaginer un nouvel usage, donc c'est des innovations d'usage, et puis après on a de la technologie au juste besoin, et donc on a développé une motorisation un peu particulière, c'est-à-dire que c'est un pédalier
qu'il n'a plus de chaîne ni de dérailleur, donc il n'y a plus d'entretien. Et donc c'est une transmission avec fil et un capteur qui permet en fait de découpler l'effort que le pilote va devoir fournir du déplacement du véhicule. Donc je veux dire par là qu'en fait le pilote va pouvoir sélectionner, grâce au petit écran qu'il va retrouver sur le guidon, le niveau d'effort qu'il va bien vouloir fournir pendant son trajet. Et une fois cet effort sélectionné, il va rester constant tout le long du trajet. Donc il faut imaginer que le pilote va fournir le même effort, que ce soit sur le plat, en pente ou avec de la charge à bord. Donc ça a beau être robuste, ça a beau, on va dire, transporter des charges assez lourdes, l'idée c'est que ce soit facilement, maniable, quoi. Ça reste maniable et surtout accessible à tout le monde. Ouais. Quelqu'un qui ne serait pas cycliste du quotidien, qui ne serait pas sportif, il va pouvoir déplacer le véhicule à la force de ses jambes, même avec un adulte à bord, même avec 2 enfants à bord ou même avec 200 kilos à bord, le tout en toute sécurité et protégé de la pluie. Alors racontez-nous justement comment vous est venue cette idée. Qu'est-ce qui a fait? Quel a été le déclic? Alors le déclic, c'est voir les centres-villes de plus en plus congestionnés. Étant cycliste du quotidien, étant convaincu que le vélo c'est une solution parfaitement adaptée pour tous les déplacements du quotidien qui sont de l'ordre de la dizaine de kilomètres et pas beaucoup plus, moi et mon associé, on s'est dit il y a quelque chose à faire, étant donné que les villes sont de plus en plus congestionnées et puis que le vélo n'est pas forcément accessible à tout le monde. Et donc c'est pour ça qu'on a imaginé cet entre-deux qui va lever les freins à l'utilisation du vélo, donc la sécurité, la capacité d'emport, les intempéries et puis la transpiration avec l'innovation qu'on a évoquée juste avant. Autre point important, ça faisait aussi partie, je pense, de vos objectifs, c'est de pouvoir le fabriquer en France. Et c'est le cas. Complètement. C'est un de nos objectifs, c'est pouvoir réindustrialiser le territoire. Réindustrialiser les territoires et pouvoir proposer des solutions de mobilité qui sont concrètes, qu'on peut industrialiser et fabriquer en France et développer en France. Et donc c'est pour ça que notre véhicule, il est conçu en Occitanie, il est fabriqué en grande partie en Occitanie. Quand je dis en grande partie, c'est tout le châssis du véhicule, la carrosserie du véhicule, la motorisation est en partie française et toute l'ingénierie est française et tout l'assemblage est réalisé dans nos locaux en France, en Occitanie. Et donc on a prouvé déjà par là qu'une grande partie du chemin était possible et l'idée, maintenant qu'on est dans une phase de commercialisation, ça va être de prouver qu'on est capable d'industrialiser et de déployer massivement sur le territoire. Et maintenant, vous comptez sur les collectivités qu'elles mettent en avant et qu'elles privilégient aussi ces solutions qui sont françaises et qui en plus ont cet objectif de produire sur le territoire. Complètement, c'est cet axe-là, bien entendu. Et puis également les aider à passer le cap vers des mobilités décarbonées qui vont des villes plus calmes, plus respirables, réduire les émissions de CO2 aussi, bien évidemment. Il y a ce volet-là, et puis bien entendu faire des économies parce que ce sont des véhicules qui coûtent moins cher à l'achat qu'une voiture classique, même électrique, et qui à l'entretien restent des vélos, et donc avec des composants qui sont accessibles en termes de prix, qui sont facilement réparables, facilement interchangeables, qu'on va être capable de sourcer un peu partout en France et dans le monde. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est également de faire des économies. Oui, et d'avoir la durabilité, très peu de maintenance, que ce soit réparable. Alors du coup, Vivatech, les clients, j'allais dire, plutôt les personnes qui vont venir à Vivatech pourront, j'imagine, voir ce vélo cargo, l'essayer, essayer de comprendre un peu comment il fonctionne. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir l'exposer au plus grand nombre. L'idée, c'est effectivement d'être sur Vivatech, c'est de pouvoir, aux côtés d'autres acteurs innovants, montrer la solution. Elle existe. On a plusieurs véhicules qui roulent et qui sont déployés d'ores et déjà chez nos clients. L'idée, c'est de pouvoir faire découvrir massivement cette solution sur le salon, expliquer aussi l'innovation dont on parlait tout à l'heure, la motorisation sans chaîne, le moins d'entretien possible, et puis faire découvrir cette solution et également, pourquoi pas, trouver de futurs clients. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Charles Punier, d'avoir pris le temps de nous présenter Maillon Mobilité. On vous souhaite un bon salon Vivatech.
Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. On marque une courte pause, le temps de quelques messages. Mais restez bien avec nous, car juste après, on va découvrir une solution étonnante et éco-responsable pour rafraîchir nos bâtiments sans climatisation. Ça sera avec la start-up toulousaine Solar Paint. À tout de suite sur Sud Radio. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour sur Sud Radio dans C'est ça la France pour ce coup de projecteur sur ces entreprises qui seront présentes au salon Viva Technologie. Tout de suite, cap sur Toulouse avec Solar Paint, cette start-up qui repense nos toitures pour réduire la consommation d'énergie des bâtiments sans passer par la case climatisation. Une innovation à découvrir tout de suite. Sud Radio C'est ça la France. Et au micro de Sud Radio, Nadège Bernard de Solar Paint. Bonjour Nadège. Bonjour à vous. On va évoquer avec vous cette solution 100% made in Occitanie pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments industriels, tertiaires et commerciaux. Alors, expliquez-nous justement ce qu'est Solar Paint et qu'a-t-elle de particulier cette peinture réflective? Comment ça fonctionne? Alors, Solar Paint, en effet, on est une entreprise vraiment spécialisée dans ce qu'on appelle une solution de cool roofing, donc toiture fraîche pour parler français. Et nous avons en fait élaboré avec un grand fabricant industriel de peinture, l'usine Maestria, qui est également en Occitanie, une solution de peinture réflective pour les toitures des bâtiments. Alors, vous parlez en anglais parce que c'est une technique qui est déjà utilisée aux États-Unis, hein, c'est ça? Exactement. Depuis les années 2000, les États-Unis ont mis en place cette solution. Ils ont été vraiment précurseurs. Et si on remonte un peu plus dans le temps, si on s'inspire de nos ancêtres, on peignait à la chaux blanche les bâtiments pour qu'ils restent plus frais. On n'a pas vraiment inventé quelque chose, si ce n'est de trouver une recette, une vraie recette avec tous les bénéfices qu'on attend d'elle et développée en Occitanie. Mais alors, ce qui est important, c'est effectivement de le rappeler, c'est lutter contre ces îlots de chaleur urbains. Et ce qui est assez incroyable, c'est que la température puisse monter aussi haut sur certaines toitures, notamment l'été du côté de Toulouse. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, tous les bâtiments industriels, tertiaires ou commerciaux ont des systèmes d'étanchéité, souvent noirs, en bitume ou en bac cassé. Et ce sont des systèmes d'étanchéité qui sont des très bons systèmes, par contre, qui emmagasinent complètement la chaleur, les rayonnements du soleil. Encore plus, on en parle aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Jusqu'à 80 degrés, c'est possible ça, de ce que j'ai pu lire? Oui. C'est ça. En température de surface, on peut monter jusqu'à des températures de 80 degrés. Et cette chaleur, elle est absorbée dans le bâtiment, qui a du mal à l'évacuer même la nuit avec le réchauffement et à la maintenir. Donc, on a tendance à utiliser beaucoup la climatisation, bien évidemment. Et bien évidemment, on dégage du carbone. Donc, cette peinture, en fait, elle est vraiment là pour aller d'abord refroidir la température de surface, puisqu'elle a des propriétés de réflectivité, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer plus de 92% des rayonnements du soleil. Mais pas que, elle a d'autres propriétés de haute émissivité, c'est-à-dire qu'elle n'absorbe plus la chaleur, elle va au contraire la réémettre. Donc une toiture qui montait à 81 degrés en température de surface va être divisée par deux en température de surface. Donc en fait, on applique ça juste en couche, quoi, comme une peinture, sauf que c'est une peinture un petit peu particulière, sur les toitures des bâtiments. Exactement. C'est ça, on l'applique sur le système d'étanchéité. Quand elle sèche, si je devais la décrire, elle devient comme un fin liner de piscine, elle devient une fine membrane. Et c'est surtout grâce à ses propriétés de réflectance et d'émissivité qu'on redonne la fraîcheur à la toiture et surtout, on n'absorbe plus la chaleur. Et je pense notamment aux bâtiments qui n'ont pas de climatisation. Il y a une vraie différence. Exactement, il y a une vraie différence. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes pour des bâtiments comme des écoles ou des gymnases ou des collectivités ou autres, ou même des enseignes de la grande distribution qui ne sont pas climatisées, où là, on va avoir une climatisation qu'on dit passive. Quels sont les bénéfices alors, qu'on puisse les résumer pour une entreprise qui souhaite utiliser cette peinture réflective? Donc vous l'aviez dit, c'est-à-dire que ça reflète la chaleur, ça permet de plus l'emmagasiner. Donc du coup, j'imagine que ça permet, quand on a une climatisation, de ne pas surconsommer la climatisation. Donc on fait aussi des économies sur le long terme. C'est ça. Donc il y a plusieurs avantages. L'impact environnemental, vous l'avez compris, puisqu'on va lutter contre les îlots de chaleur urbaine. On décarbone bien évidemment. En plus, la recette, elle est conçue et éco-conçue à base de brisure de verre, donc à de la matière recyclée. Elle est sans émission de CO2, ça c'est important. Ça c'est vraiment l'impact environnemental. Sur l'aspect économique, comme vous venez de le dire, on va réduire les factures d'électricité et on apporte aussi de la durée de vie de la toiture, puisqu'on la renforce quelque part.
Et ensuite, on apporte du confort, un avantage pas des moindres, un confort ce qu'on appelle thermique à l'intérieur du bâtiment. On optimise bien évidemment les conditions de travail, la qualité, que ce soit client, que ce soit des salariés, bien sûr. Et voilà. Mais alors, vous vous centrez uniquement sur les toitures de bâtiments professionnels industriels ou bien les particuliers également? Ça peut être une cible intéressante pour vous? Aujourd'hui, c'est surtout, alors bien évidemment, notre cible, elle reste logique. C'est vraiment tous les bâtiments aujourd'hui qui dégagent beaucoup de carbone. Donc, les grandes surfaces aussi, j'imagine. Exactement. Ouais. Voilà, toute l'industrie, tous les fabricants, toutes les industries aujourd'hui qui ont les toitures plates à bitume ou bac acier, comme magazine. Aujourd'hui, le particulier en toiture plate, il n'y en a pas. C'est pas un procédé qui va sur des tuiles, pas du tout. Et l'impact serait moindre. C'est vraiment pas notre cible. On veut vraiment avoir un rôle puissant contre la décarbonation. Et vous en êtes où alors dans le déploiement de SolarPaint? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont conscience de l'importance justement d'utiliser ce revêtement pour leur toiture? Oui, tout à fait. En fait, depuis 2020, c'est les lancements de tests et la commercialisation, la grande distribution a été vraiment pionnière sur la mise en place. Et aujourd'hui, on est sur toute cible de bâtiments industriels, toute France bien évidemment, toute personne qui aujourd'hui veut répondre à des obligations du décret tertiaire également. Donc aujourd'hui, c'est vraiment toute cible de bâtiments. Quels sont vos objectifs alors pour l'avenir? Parce que vous allez à Vivatech, j'imagine que là, c'est pour justement peut-être rencontrer de nouveaux clients, essayer peut-être de voir aussi, de faire une sorte de petit état des lieux, une étude de marché. C'est ça. En fait, aujourd'hui, c'est encore malgré tout une solution qui est méconnue de tout le monde industriel ou autre. C'est déjà de présenter la solution innovante, c'est vraiment d'être l'acteur majeur sur le territoire, voire même à l'international, et de pouvoir faire la démonstration des bienfaits de cette solution. Et on aura des échantillons, on aura des lampes chauffantes pour montrer la différence non peint et peint. On sera capable dans tous ces cas de démontrer l'efficacité de cette montrer solution. À quel point c'est facile à appliquer, c'est ça, qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, ça ne demande pas de faire des efforts particuliers si ce n'est juste repeindre une toiture, quoi. Exactement, mais c'est aussi avoir le discours que cette solution, elle peut être additionnée à d'autres solutions, avec notamment des panneaux photovoltaïques au-dessus. En fait, la toiture parfaite, ce serait du cool roofing, des panneaux photovoltaïques et un peu de végétalisation. Et déjà, on aurait traité un gros problème sur les toitures des bâtiments. C'est vraiment l'addition de solutions qui amènera à nos objectifs. Mais alors, comment se fait-il cette technique soit si peu utilisée en France, et est-ce que c'est le cas en Europe également? Parce qu'elle est tout simplement méconnue. Tout simplement, je pense que personne n'avait eu vraiment l'idée. Nous, on a eu la chance, en effet, avec l'usine Maestria, d'avoir un bureau de recherche et développement très poussé qui a élaboré cette recette. Mais c'était vraiment méconnu. Les 2 premières années, ça a été, en termes de discours, vraiment une grande découverte pour beaucoup. Alors que ça paraît simple quand on le dit, un peindre en blanc, c'est comme un vêtement, une voiture. C'est vrai. Mieux dans un vêtement clair que dans un vêtement foncé. C'est exactement ça, mais il fallait, Parce que finalement, votre entreprise, elle est récente. L'innovation a été déposée en 2020, c'est ça, 2 ans de recherche et développement. Donc tout ça est très récent finalement. C'est ça. Donc c'est ça, elle est très récente, le temps de faire des tests, des pilotes, de monitorer, d'avoir des résultats concrets et le déploiement, on est en pleine phase commerciale. Donc oui, Vivatech pour nous, ça va être un vrai sujet et de belles rencontres, j'espère, avec des nouveaux clients de tout le monde industriel. Eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Nadège Bernard, d'avoir pris le temps de nous présenter SolarPaint. Pour ceux qui nous écoutent, vous serez présents donc au salon Vivatech pour les entrepreneurs qui pourraient nous écouter en ce moment, se dire tiens, c'est intéressant. Eh bien voilà, Vivatech, c'est l'occasion d'aller rencontrer toutes ces entreprises innovantes qui sont là pour vous présenter leur innovation, vous convaincre avec, comme vous le disiez, des échantillons, des tests. Voilà. Merci encore, Nadège Bernard. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Belle journée à vous. Au revoir. Belle journée. Merci. Au revoir. Allez, il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Thibaut qui revient d'Aveyron, et si je ne me trompe pas, avec du roquefort dans sa besace. J'en déduis que vous êtes allé visiter les fameuses caves. Nathalie, on peut rien vous cacher. Ça fait longtemps que je voulais faire cette visite, et l'occasion était trop belle, car on célèbre cette année le 100e anniversaire de l'appellation AOP Roquefort. J'en ai donc profité pour visiter les caves de Roquefort Société, une vraie institution. Pour rappel, c'est la plus ancienne entreprise de Roquefort sur Soulzon. Elle est née en 1851, quand les plus grands affineurs du village ont uni leurs forces pour créer la société civile de Roquefort, qui est devenue plus tard la marque Société avec son fameux ovale vert. Allez, suivez-moi. On entre dans les entrailles du Causse en compagnie de notre guide Nathan. Alors chez Roquefort Société, on commence la visite en descendant dans les entrailles du rocher du Combalou, qui est ce massif de calcaire dans lequel on produit le roquefort. Alors on va traverser plusieurs salles lors de la visite, notamment une des caves d'affinage toujours en activité, où on va pouvoir voir en pleine saison d'affinage les roqueforts juste devant nos yeux, et on va pouvoir expliquer le fonctionnement notamment des fleurines et la culture du Pénicillium roqueforti, qui est cette moisissure qui apparaît dans les roqueforts et qui donne ce goût si particulier. Est-ce qu'on peut décrire ce lieu pour les auditeurs qui n'ont pas la vision ? Alors c'est un lieu assez particulier. On est sous terre donc, dans le flanc de la montagne. Donc on traverse des couloirs assez étroits, humides, et on est vraiment dans le cœur de la montagne. C'est assez particulier. Et puis c'est là qu'est né le Roquefort. Donc c'est un lieu chargé d'histoire. Elles ont été aménagées quand, ces caves ? Alors ça dépend. On va voir deux caves. Donc la cave qui n'est plus en activité, elle a été aménagée au XVIIe siècle dans une grotte naturelle. Et la cave toujours en activité, la cave rue, là où on affine le Roquefort Société 1863, a été affinée aux alentours du 19e siècle, en plusieurs étapes. Nathan, je vous suis, allez, on fait la visite. Parfait, suivez-moi. Donc là, on se trouve devant une fleurine. Alors ces fleurines, ce sont des failles naturelles qui serpentent à travers le rocher du Combalou, et ces failles, elles sont vraiment indispensables à la production du roquefort, vu qu'elles vont transporter un courant d'air frais chargé en humidité, qui va permettre aux champignons de se développer à l'intérieur des fromages. C'est un petit peu le poumon de la montagne. C'est une formation géologique unique à la région. On se trouve dans un ancien four à pain qu'on a maintenant utilisé pour faire une salle de projection. On va projeter un petit film pour nos visiteurs où on explique les différentes étapes de la production du roquefort, depuis la récolte du lait jusqu'à la mise en cave. Donc là, on sent l'humidité. C'est important pour l'affinage du roquefort ? Forcément, il y a une ambiance très particulière dans les caves, une hygrométrie de 92% et une température entre 8 et 10 degrés. Et c'est des conditions nécessaires pour le développement du Pénicillium roqueforti dans les fromages. Donc là, nous voilà dans la cave Reynès. On la surnomme la cathédrale, avec ses voûtes et ses piliers du coup aménagés à même les parois rocheuses des grottes. Cette cave Reynès, elle a une histoire, je crois. Tout à fait, alors elle a été aménagée au XVIIe siècle, une des plus anciennes caves de Roquefort. Elle a depuis été désaffectée à la fin des années 70 et transformée en objet de visite. Et c'est important de noter que chaque cave, donc comme vous le dites, avait son histoire, son charme et son ambiance unique. Mais le plus important, c'est que chaque cave a un microclimat unique qui va permettre à différentes souches de Pénicillium roqueforti de se développer. Et c'est là qu'on va trouver les différences entre les roqueforts. On ressent vraiment cette ambiance unique, presque solennelle, avec cette musique qui accentue le côté majestueux de ces caves. Nathan a parlé de différences entre les roqueforts. Elles viennent d'où exactement ? En fait, tout repose sur la souche de champignons utilisée. Mais pour bien comprendre, c'est encore mieux de revenir sur les étapes de fabrication du roquefort que va nous expliquer Nathan. Alors, tout part du Pénicillium roqueforti, bien sûr, qui est ce champignon qui donne les moisissures bleues dans le fromage. Alors, ce champignon est naturellement présent dans l'air des caves, et nous, on va cultiver certaines souches en laboratoire, qu'on va ensuite ensemencer dans le lait, pour du coup donner nos 3 roqueforts différents, à savoir le roquefort abeille, le roquefort templier et le roquefort baragnode. Quelle différence entre les 3 ? Alors une différence de goût et de texture, et tout ça vient de la souche de champignons que nous avons utilisée. En 2 mots, le roquefort abeille est très équilibré, c'est celui qui représente la plus grande partie de la production, tout le monde le connaît. Le roquefort templier est très intense, on le trouve quasiment que dans les fromageries du sud d'Aveyron. Le baragnode est beaucoup plus doux, beaucoup plus crémeux. Le Pénicillium roqueforti. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce fromage d'exception. On vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine pour la suite de cette immersion. En attendant, si on a envie d'en savoir un petit peu plus, les informations, on les retrouve sur www.roquefort-société.com. Et à noter, le week-end prochain, c'est la fête du Roquefort, Roquefort sur Soulzon, une édition spéciale pour les 100 ans de l'AOP. Merci beaucoup Thibaut pour cette belle découverte. On a hâte d'en savoir davantage la semaine prochaine. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers et de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.